Bonjour Eden. Bonjour Vincent. On est dans un vestiaire de foot. Ça a l'odeur du vestiaire, hein, véritablement ici. Est-ce que cette odeur, elle vous manque pas un petit peu? J'ai la chance de voyager, de faire quand même quelques matchs de charité, donc je suis toujours dans un vestiaire, quoi. Je ne suis pas toutes les semaines ni tous les jours, mais de temps en temps on se retrouve dans un vestiaire et ça fait plaisir. Ouais, ça vous manque pas spécialement, donc. Non, ça me manque pas. Je suis passé à autre chose. Ça fait maintenant bientôt 3 ans que j'ai arrêté, donc voilà. Je suis très content avec ce que je fais maintenant. Je voyage pas mal. Et après, oui, ça me manque, mais plus les ambiances dans un vestiaire. La camaraderie, par exemple. Voilà, la camaraderie sans le foot, quoi. J'ai encore la chance aussi de jouer aussi, pareil, les matchs de charité, donc on me prend du plaisir quand même encore. Et l'adrénaline qui est liée au foot et à ces ambiances que vous avez connues comme footballeur professionnel, ça vous manque aussi ça un petit peu, ce côté adrénaline? Ça va, pour l'instant ça va. Après, comme je te dis, je bouge beaucoup, donc il y a plein de choses. Là, il n'y a pas longtemps, on est parti en Corée, jouer un match, il y avait 60 000 personnes. Donc même si c'est plus le même niveau, mais tu as toujours un peu ce côté adrénaline, tu as les gens qui viennent voir les matchs, donc c'est cool, quoi. Oui, et les fameux waouh quand vous dribblez ou vous accélérez, ça aussi Ouais. ça rappelle de bons souvenirs. Quand je dribble, ça va un peu moins vite qu'il y a quelques années, mais c'est tout aussi beau, quoi. Elle ressemble à quoi la vie d'Eden Hazard aujourd'hui? Alors vous dites vous voyagez, vous faites plein de trucs différents, mais c'est quoi votre vie d'aujourd'hui? C'est papa, hein, papa avec les garçons. Voilà, on les dépose à l'école. On va jouer au golf un peu, on va jouer au paddle, on va courir. Là, je me mets à courir un petit peu. Vous couriez pas assez pendant votre carrière? Si, mais j'avais pas le temps d'aller courir en plus. Comme là, je m'entraîne plus, donc j'ai le temps d'aller courir. Beaucoup de vélo. Là, en plus, les beaux jours, ils reviennent, donc on va ressortir le vélo. Et ouais, c'est ça, des petits voyages, des petits trucs, Voilà, on ne chôme pas avec cinq gosses à la maison en même temps, donc il y a pas mal de choses à faire. La vie d'un homme simple finalement. La vie d'un homme simple à la retraite. C'est un peu ça. À 35 ans. À 35 ans. Je ne sais pas si vous le savez, on est à J-100 aujourd'hui du début de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça vous évoque la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis? On va la suivre, hein, on va la suivre. Encore quelques amis qui jouent pour les Diables. Un coach que je connais très bien. Donc on va la suivre de loin ou de près peut-être. J'ai pas encore décidé. Peut-être je vais faire le voyage pour aller voir 1 ou 2 matchs. Ou peut-être pas, je sais pas. Faudra voir en fonction même avec les enfants et tout. Mais non, on attend ça. On attend ça comme un vrai fan des Diables Rouges et voilà, on verra. Vous en avez vécu quelques-unes hein, des Coupes du Monde. On évoquera d'ailleurs quelques souvenirs tout à l'heure. Ça représente quoi dans la carrière d'un footballeur un mondial? Beaucoup, ça représente beaucoup. Voilà, après, quand tu joues dans des très grands clubs, toutes les semaines tu joues des gros matchs, toutes les semaines tu dois gagner. Donc je vais plus dire que quand tu es dans un plus petit club, tu vois ce que représente une Coupe du Monde, c'est encore plus beau. Mais après, voilà, encore une fois, tu représentes ton pays, tu vois toute la nation derrière toi, tu vois les supporters qui voyagent au bout du monde pour venir te voir, et ils ne voyagent pas à 15 ou 20, ils voyagent à 200, 300, 1000 des fois. Donc tu te dois de bien jouer pour eux, en fait. Oui, c'est le summum évidemment d'une carrière, un mondial. Celui-ci aux États-Unis 2026, donc vous y serez peut-être, ça j'ai bien compris, pour aller voir les Diables, bien sûr. Vous dites pour aller voir les Diables ou même pour aller voir d'autres matchs, je sais pas. J'attends de voir un peu pour un peu planifier, peut-être voir 1, 2, peut-être 3. Je resterai pas là tout le mois, c'est sûr, mais je ferai peut-être 1 ou 2 allers-retours, on verra bien. Il y aura 104 rencontres dans cette Coupe du Monde. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu trop? Plus d'équipes, donc bien évidemment plus de matchs, hein. Pour les fans de foot, c'est pas un problème, hein. Je pense que... Mais pour les footballeurs?
pour les footballeurs, ça peut être un souci si les équipes elles arrivent en finale. Parce que si elles arrivent en finale, ils doivent jouer quoi 8 matchs. Donc oui, c'est dans une courte période. Mais bon, après, encore une fois, quand tu joues dans un grand club, tu joues pareil. Tu joues tous les 3 matchs, tous les 3 jours aussi. Donc les corps sont habitués, les esprits sont habitués pour un joueur de foot. On a quand même des équipes avec quoi 25 joueurs, je pense. Donc voilà, c'est aussi au coach à savoir qu'il peut faire plusieurs changements. On a les 5 changements. On a la règle des 5 changements qui aide aussi pas mal. Donc voilà, pour les fans de foot, c'est bien en fait. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe des Diables d'aujourd'hui, drivée par Rudy Garcia? Vous la suivez un peu, vous voyez ce changement de génération. On est dans la mixité là, entre les quelques anciens encore que vous avez bien connus et les jeunes. Vous pensez quoi de cette équipe des Diables? Oui, je suis parti voir le premier match de la période Rudy Garcia, où ils ont perdu à Murcia. Là. C'était pas très joli d'ailleurs, mais bon, ouais, c'est un peu une période de transition avec des anciens qui sont bien évidemment sur la fin, les Kevin, les Romelu, les Thibaut. Enfin, Thibaut il n'est pas trop sur la fin, il y a encore quelques années, mais voilà, tu as les jeunes qui poussent, c'est un beau mix et ils sont un peu en retrait d'être favoris. Donc. C'est bien, c'est très bien quand tu commences une compétition. Tu sais qu'il y a des bons joueurs, donc tu sais que tu peux aller loin. Tout est réuni pour faire une belle Coupe du Monde, quoi. Ouais, vous êtes confiant? Je suis confiant parce que je connais la plupart des joueurs, je connais comment fonctionnent surtout les plus âgés, avec l'expérience et tout. Il y en a qui vont jouer leur 4e Coupe du Monde, donc c'est un atout. Il y a un jeune qui vous a tapé dans l'œil un peu dans cette équipe nationale? Après, est-ce que Jérémy, il est encore jeune? Je ne sais pas, il a quoi, 22, 23 ans. Nous, on a vu grandir Jérémy avec nous au tout début, on a vu que c'était un talent spécial. Ouais, il y en a plusieurs. Hein. Tu as encore même les deux Ketteler, pour moi, ça reste encore des jeunes, donc tu as encore du bon jeune dans l'équipe nationale, quoi. Et il y a évidemment les stars qui sont toujours là. Qu'est-ce que vous pensez de Lukaku? Vous avez suivi certainement ce qui s'est passé avec lui. Il a été blessé gravement, longtemps. Il vient de revenir avec beaucoup d'émotions. Vous avez vu ces images. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet homme, au-delà du footballeur? Que Romain, ça a toujours été Romain en fait. Hein. Il a commencé, il a eu beaucoup de hauts, il a eu des bas. Et dans une carrière, de footballeur, ça forge le mental, ça forge le gars. Donc, je pense que pareil, il arrive à un âge aussi où il connaît son corps. Il a une grave blessure. J'ai connu ça aussi vers la fin, les blessures. Donc, c'est pas toujours facile mentalement. Mais voilà, il a marqué je sais pas combien de buts avec l'équipe nationale. C'est le leader. C'est l'un des leaders sur le terrain. C'est l'un des gros leader en dehors du terrain. Donc voilà, il a une grosse blessure. On sait toujours que c'est pas toujours facile de revenir après une grosse blessure, mais il a quoi, quelques mois pour bien se préparer. Il sera là. Il sera là et après, il faut juste accepter que s'il n'est pas à 100%, il n'est pas à 100%. Vous savez, on n'est pas des machines, on a tous envie de marquer 3 buts ou 5 buts à chaque match, mais on ne peut pas le faire. Donc il faudra juste l'accompagner et que le groupe l'accompagne et qu'il essaye d'arriver au maximum de sa forme en juin-juillet. Et De Bruyne qui a aussi été victime d'une blessure à peu près similaire. C'est pas le même homme que Lukaku. Ce sont 2 joueurs totalement différents et 2 hommes aussi totalement différents. Vous croyez aussi au retour de Bruyne pour ce mondial? Je crois au retour de Kevin comme au retour de Romain en fait. C'est les deux un peu, l'âge est presque pareil. C'est des gens avec de l'expérience, ça fait une quinzaine d'années qu'ils jouent au plus haut niveau. Donc voilà, ils savent comment gérer ces grandes compétitions. Et il faut, en tout cas, quand on est belge, on est obligé d'avoir confiance en eux. Oui, il faut qu'il soit là surtout. Il faut qu'il soit là. Et après, mais même, je veux dire, même s'il n'est pas là, il faut avoir confiance en ceux qui vont prendre la relève.
Souvent, dans un club de foot ou dans une équipe de foot, c'est comme ça. Quand tu as, entre guillemets, les plus grands joueurs qui sortent, ben, tu as des gens qui prennent leur place et qui arrivent à se surpasser parce que maintenant, c'est à leur tour. C'est comme ça. Maintenant, bien sûr, on sera super content si les deux arrivent à 100%, mais s'ils n'y arrivent pas, il faudra faire avec, quoi. Ouais. En parlant de l'équipe nationale, il y a 2 matchs au mois de mars. Je vous laisse premier petit jeu, 30 secondes, face caméra, pour convaincre Rudy Garcia de prendre Torgan Hazard dans l'avion. Moi, s'il le prend, c'est pour le faire jouer, je pense. Je pense que Torgan n'acceptera pas d'être pris pour pas jouer. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce qu'il serait titulaire dans l'équipe, dans les 11? Je suis pas sûr. Donc, voilà. Donc c'est Rudy, si tu prends Torgan, fais-le jouer, quoi. Si tu le fais pas jouer, laisse-le à la maison. C'est le meilleur buteur du championnat, quand même. Belge, c'est vrai. C'est le meilleur buteur du championnat. C'est pas encore le meilleur Torgan, pour être tout à fait critique avec vous. On l'a vu ce week-end, il a marqué 2 buts. Est-ce qu'il a les qualités pour être dans le groupe? Oui, sûr. Et il a surtout la mentalité pour être dans le groupe. Parce que Torgan, c'est un joueur, certes de talent, mais c'est un joueur aussi qui est dans une équipe, dans un groupe, est très important. Il a l'expérience, il a déjà joué 2 Coupes du Monde. Donc voilà, après, je ne suis pas le coach. Si le coach il me demande, je vais lui dire la même chose. Si c'est pour le prendre, c'est pour le faire jouer. Et s'il ne joue pas, ben, qu'il le laisse à la maison, il sera en vacances et il viendra passer du temps chez moi à Madrid. Restons encore un mot sur la Coupe du Monde. Bon, vous n'êtes pas devin, moi non plus, mais qui sera, selon vous, champion du monde en 2026? Moi, je suis en Espagne et je vois l'Espagne jouer. L'Espagne, c'est fort. La France a une superbe génération. Je pense que ça va jouer entre les deux. Après, tu sais jamais. Tu as le Portugal qui a une superbe équipe et un superbe entraîneur. L'Argentine, il y a Messi qui est toujours là. Donc, le Brésil. Pareil, le Brésil, ils vont arriver pas en tant que favoris. Donc, c'est bien aussi pour eux. Je pense que c'est pas qu'une équipe. Si je dois mettre un favori, je vais mettre l'Espagne ou la France. Et notre Coupe du Monde à nous, elle sera réussie si on va jusque... Elle sera réussie si on n'a pas de regrets, si on a tout donné et si on est éliminé en quart de finale contre une très belle équipe. Je ne sais pas contre qui on peut tomber en quart de finale, contre une très belle équipe de l'Espagne ou de la France. Ben voilà, il faudra juste l'accepter. Toujours dans le petit jeu, qui sera le vainqueur de la Ligue des Champions selon vous? Ou alors votre club favori? Je sais pas. Honnêtement, PSG, c'est plus le PSG de l'année dernière, même si pour moi ça reste quand même costaud. Arsenal est bon, City est bon, le Real en Ligue des Champions, ça joue pas bien, mais ils peuvent toujours gagner la Ligue des Champions, donc c'est difficile. Chelsea sont encore dedans. Il y a pas mal d'équipes, mais pour me lancer, je dirais, je sais pas, City, allez. Ok. Pas de Je les vois pas gagner la Ligue des Champions. Je les vois progresser. Ce sera peut-être encore un peu court pour gagner la Ligue des Champions, et comme ça, si City gagne, Jérém, il arrive en super forme et plein de confiance en juin, et voilà. Ouais. Autre chose, si vous pouviez, baguette magique, être professionnel dans un autre sport que le foot, ce serait lequel? Oh, bonne idée ça. Mon vélo, pourquoi pas? Allez, je me suis mis au vélo depuis quelques années et j'aime vraiment bien. Donc, Ah ouais. en plus, en Belgique, on est plutôt pas mal au niveau vélo. Donc un Remco Evenepoel, un Remco Hazard, quoi. Un Remco Hazard, ouais. Si vous deviez changer une règle du foot? J'enlève le VAR, ou la VAR, je sais pas. J'enlève Pourquoi? ça, parce que j'aime pas. Ça me saoule, je sais pas, ça enlève tellement de choses dans le foot, dans les émotions, pour au final toujours avoir les mêmes problèmes qu'avant, donc j'enlève la VAR. Ça corrige quand même quelques injustices de temps à autre. Hein. Oui, ça corrige des injustices, mais je trouve que l'injustice des fois dans le foot, après quand on est supporter d'un club, c'est difficile quand c'est contre nous, mais je trouve que ça a aussi son charme de perdre sur une décision mauvaise ou
je trouve que, je sais pas, c'est ça, ça enlève tellement d'émotions. Pareil, je regardais un match, le gars, il met contre Torgan, le gars de OHL, il met un super but et il met tellement un beau but qu'après, pendant 5 minutes, il attend, il ne sait pas, et après, il s'élève. C'est tellement nul. Donc, ouais, j'enlèverais le VAR ou la VAR. Ouais. Ok. Si vous deviez dire quelque chose au petit Eden qui avait 10 ans, aujourd'hui, vous lui diriez quoi? Bah, ce que je dis à mes enfants, en fait, hein, qui s'amusent, qui kiffent jouer au foot, qui travaillent bien à l'école. Ça, c'est important. Mais oui, tous les matins, qui prennent un ballon à l'entraînement, qui rigolent, qui essayent, qui s'amusent, quoi. J'ai lu quelque part dans une précédente interview, vous disiez peut-être qu'un des petits regrets de ma fin de carrière, c'est de ne pas avoir joué en Belgique. C'est vrai ça? Oui, mais c'était pas dans mon plan de carrière, en fait. Ça s'est jamais mis. C'était plus pour dire quelque chose, comme j'ai mon regret aussi de ne pas avoir continué peut-être un peu plus pour que mes 2 derniers aillent me voir au stade jouer. Ils ne sont jamais venus me voir. Donc, mais voilà, j'ai jamais eu l'opportunité de revenir en Belgique. Un regret aussi, c'est de ne pas avoir gagné un trophée avec les Diables. J'en ai eu la possibilité, mais voilà, j'en ai pas gagné. Donc, j'en ai plusieurs, des petits regrets, mais c'est vraiment, voilà, je regrette pas grand-chose en fait. Non, parce que la carrière, elle est quand même Elle est plutôt pas plutôt mal. pas mal. Elle est plutôt pas mal. Oui, mais vous dites quand même, regret, est-ce que vous avez pris votre décision un peu trop tôt, en décembre 2022, là, d'arrêter les Diables, ou bien ça... Non, pour moi, le chapitre Diable était terminé après. Je l'avais déjà dit, j'en avais réfléchi avec la famille, et c'était plus devenu une contrainte dans le fait de devoir aller. C'est 10 jours partis, et au final, j'y allais des fois pour peut-être pas jouer parce que j'étais pas à 100%. Donc c'était plus dans ce truc-là. Je me suis dit d'arrêter les Diables. Comme ça, quand tu arrêtes une sélection, tu es quand même beaucoup plus libre. Tu as quand même plus de jours de congé. Quand ils sont en sélection, les gens, toi, tu as 3-4 jours où tu peux profiter, te remettre à 100%. Donc c'était plus ce côté-là, et qu'il y avait des jeunes qui poussaient et qui tout doucement, voilà, allaient prendre la place des plus anciens. C'est normal. Petit jeu qu'on fait de temps en temps aussi, c'est avec tous vos coachs. J'ai repéré tous vos coachs et il va falloir choisir l'un ou l'autre. Vous connaissez ce style de petit jeu. Bon, Claude Puel ou Rudy Garcia? Ah, j'ai passé beaucoup plus de temps avec Rudy Garcia. Donc on va dire Rudy Garcia. Donc je vais dire Rudy Garcia, avec plein de respect pour Claude Puel, parce que c'est quand même lui qui me lance en Ligue 1. Mais j'ai gagné des trophées avec Rudy, je suis en contact avec Rudy, ouais, donc je vais dire Rudy Garcia. Ouais, et à ce propos-là, est-ce que il avait dit, lorsqu'il a signé chez les Diables Rouges, Eden jouera un rôle dans le groupe, vous confirmez que vous allez jouer peut-être un rôle à la Coupe du Monde, venir auprès du groupe? Non, en fait on s'est eu au téléphone, on s'est vu même en vacances, avant qu'il signe avec les Diables Rouges, et il m'avait proposé un rôle. Et moi, ce que je lui ai dit tout simplement, c'est moi je veux bien avoir un rôle, mais il ne faut pas me demander de venir dans le groupe, il ne faut pas me demander de venir faire des interviews. Moi, je suis là très très loin. S'il faut appeler, s'il faut parler, je serai toujours là pour aider. Mais c'est un rôle vraiment minime, quoi. On ne me verra pas, quoi. Ouais. Et mon rôle, ça peut être juste appeler le coach et lui dire c'est très bien, voilà quoi. Je suis là sans être là. Okay. Ça, c'est mon rôle. Bon, on continue parce que vous en avez connu des coachs. Garcia ou Mourinho, c'est le suivant? Mourinho, le special one. Ouais, spécial vraiment. Ouais, spécial. Et parce que oui, non, mais même pas parce que c'est plus vis-à-vis de sa carrière aussi. C'est pas, je pense que ma relation était plus forte avec Rudy Garcia qu'avec José Mourinho, même si on avait une super belle relation. Mais ce qu'il a apporté au foot, José Mourinho, quoi. Bon, et ensuite, vous avez eu Hiddink. Ouais, mais j'ai pas vraiment. Oui, j'ai eu. Vous restez sur Mourinho. Oui, ouais. Ok. Mourinho ou Conte? Mourinho. Mourinho ou Sarri? Mourinho. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas les autres. Ça veut juste dire que j'ai.
j'ai passé. Ma relation avec Mourinho était superbe. Et voilà, et la carrière de José, elle est au-dessus de tout le monde. Donc voilà. Et ça va se compliquer parce que c'est Mourinho ou Zidane? Sur le plan carrière, je vais dire Mourinho. Si on parle d'entraîneur. Après, Zidane, pour moi, il représente tellement de choses en tant que ce qu'il a apporté dans le foot. C'était mon idole. Moi, petit, je regardais Zidane, vraiment, waouh, quoi. Quand je l'ai vu la première fois, j'étais pas en pleurs, mais t'es limite, tu sais pas quoi dire, quoi. Je vais rester sur Mourinho parce que même avec Zizou, j'ai signé au Real. Mon rêve, c'était de jouer au Real, mais j'ai pas vraiment montré toutes mes qualités, quoi, en fait. Ouais. Donc, je vais rester avec José. Et il en reste un, c'est Mourinho ou Ancelotti, c'est votre dernier entraîneur en club. Ouais, ouais, je vais rester avec Mourinho. Ça, Même si Carlo, je pense que c'était l'entraîneur parfait pour moi aussi. Mais j'ai juste pas pu lui montrer tout ce que je pouvais faire, quoi. Vous échangez encore parfois des messages avec un de ses coachs? Avec Rudy, on est en contact encore. Non, sinon le reste. Non. Il y a aussi des coachs en équipe nationale. Van der Reyken vous a lancé. Donc Van der Reyken ou Vercotteren qui était le suivant? Bon, je les ai pas eu beaucoup, hein. Non. Je les ai pas eu beaucoup. Et le premier, c'était, je vais dire le premier. Allez, celui qui m'a lancé, c'était Van der Reyken, non? Ouais. Ouais. Van der Reyken ou Advocat? Vous l'avez eu aussi, Advocat. Ouais, Advocat, c'était bien. Il n'est pas pareil, il n'est pas resté très très longtemps. Ouais. Donc je vais dire Advocat. Advocat ou Lekens? Georges. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Bonne ou mauvaise, pour plein de raisons. Ouais. Avec ou sans Andalouse. Lekens ou Wilmots? Marc, bien sûr. Marc Wilmots. Ça a été un peu. Ça a été vraiment, c'est ce qu'on le répète tout le temps, mais ça a été le pionnier de la génération un peu. C'est lui qui a vraiment lancé tout le monde, qui a créé un groupe. Voilà, et après tu vas me demander Marc Wilmots ou Roberto Martinez. Tu vois, au niveau football, tout ce qu'on a fait avec Martinez était plus fort qu'avec Wilmots. Mais avec Wilmots, c'était tellement bien, quoi. C'était L'ambiance. L'ambiance, même, oui, les gens ils commençaient à être. Tu sais, au début, on arrive en sélection, on disait, on va en sélection, ça va être. Tu joues pas bien, c'est compliqué, les gens ils viennent pas voir les matchs. Donc tu dis, tu représentes ton pays, mais c'est pas. Voilà, quoi. Mais après, quand Marc il est arrivé, les supporters étaient là, tu avais les stades qui étaient remplis à chaque fois. Donc, je vais dire Roberto parce qu'on a vécu plus de choses sur le terrain et que ma relation avec lui était aussi magnifique. Je vais juste dire Roberto pour ça, quoi. Mais c'est vraiment, voilà, parce que je dois choisir quelqu'un. Ouais, parce qu'il faut choisir. Ouais, j'ai encore deux petites choses ici. C'est vous tirez un petit papier, vous l'ouvrez, vous le montrez à la caméra et vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que à quoi ça vous fait? On a déjà répondu à celle-là. Voilà, ça, je vais plus. Le VAR. Vous en avez Le pas. VAR ou la VAR alors? La vidéo-assistance, on va dire. Le bar. Le VAR. Le bar. Le bar. Je peux le montrer. Ouais. Messi. Qu'est-ce que ça vous évoque? Le plus grand joueur de l'histoire. Pour avoir joué un peu contre lui. Pour plein de raisons. Parce qu'il. Tu sais, on est vraiment dans la génération, c'est Cristiano contre Messi ou Cristiano ou Messi. Moi, j'ai eu comme idole Zidane. Donc, moi, je te dirais Zidane tous les jours. Mais j'ai toujours dit Messi parce qu'en fait, c'est le foot qui représente, c'est le foot que moi, j'adore, en fait. Je pourrais dire Cristiano parce que je suis un supporter du Real. Mais Cristiano est plus un grand buteur, un athlète incroyable. Que Messi, le football de Messi me représente plus, quoi. Le génie de Messi, le talent ou tout ce que vous voulez. Et voilà, c'était tellement. Pour avoir pu jouer contre lui, tu arrives à un moment, tu es sur le terrain, tu te dis waouh, quoi. On a juste eu de la chance d'être né et de l'avoir vu en direct pendant presque 20 ans, quoi. Et il aura 39 ans au début de la Coupe du Monde. Et il y sera. Oui, il y sera. C'est dingue. Oui, non, mais comme Cristiano à 40 ans sera aussi, Luka Modric sera. Voilà, c'est des mecs qui sont programmés pour jouer, c'est des mecs qui
qui veulent battre des records, c'est des gars qui veulent gagner des trophées, c'est voilà, c'est un peu l'ADN Barça-Real, quoi. Ouais. C'est ça, en fait. Votre petit papier? Pause pub. Pause pub. La pause pub, je vous explique. La FIFA a décidé, pour les prochains matchs de la Coupe du Monde, d'interrompre chaque mi-temps, au milieu de la mi-temps, pour une pause boisson, qui sera en fait une pause pub, sur le modèle américain de la NFL, par exemple. Interrompre un match de foot à la 22e minute et à la 77e, quoi qu'il arrive, quelle que soit la température, est-ce que c'est un truc qui vous plaît, ça? C'est un truc américain. C'est un truc américain. Nous, on n'a jamais connu ça dans le foot. Donc je pense que pour les Européens, pour tous les gens qui connaissent le foot, ça sera un peu bizarre. Mais je ne pense pas que le public américain sera déçu ou c'est ce qu'ils ont connu toute leur vie. Non, mais nous, Mais les nous, Européens, oui, non, on ne voit pas ça. Je pense que tu demandes à tous les Européens, ils vont dire oh, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est le monde d'aujourd'hui. On va faire plaisir aux Américains vu qu'on est en Amérique. et aux publicitaires. Et aux publicitaires, bien évidemment. Avant-dernier petit papier. Vinicius, Vinicius, vous le connaissez bien. bien sûr. Vous avez vu récemment ce qu'il a subi en Ligue des Champions, et ce n'est pas la première fois. Il y a eu beaucoup d'incidents à caractère raciste. D'abord, quel homme il est, et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que Vini, c'est juste quelqu'un qui, en fait, qui aime le foot, qui veut juste jouer au foot, qui veut juste s'amuser, comme quand moi j'étais sur le terrain, en fait. Tu veux juste t'amuser, et en fait, quand on parle de Vinicius maintenant, on parle plus de ce qu'il fait ou de ce qu'il subit que ce qu'il apporte sur le terrain. Parce que les gens oublient un peu le joueur exceptionnel qu'il est. Et je pense que lui, ça lui pèse aussi. Il a tellement de choses dans la tête avant un match que des fois, je me dis que le pauvre, quoi. Il sait qu'il va subir ça, il sait que on en parle, on dit oui, les sanctions, blabla, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et je pense que pour lui, ça doit être un peu un fardeau, ça doit être difficile. Je ne serais pas surpris qu'à 30 ans, ils allaient tous, tu vois, pour rester sur la politesse, mais je m'en vais, j'arrête le foot, de toute façon, il n'y a rien qui change, ou ça, quoi. Donc, et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Vinicius, il provoque toujours un petit peu le public, l'adversaire? Non, mais moi, en tant qu'ami de Vinicius, je lui dirais, fais attention, en fait. Joue comme tu veux jouer, mais parce que les gens, maintenant, ils sont sur tes côtes, ils sont sur toi et tout. Donc, on a tous envie que ça change, qu'il n'y ait plus de racisme dans le foot, qu'il y ait... mais toi, joue au foot, amuse-toi. Fais-nous kiffer, nous, les vrais fans de foot, pas les fans qui vont juste pour insulter les gens au stade. Nous, on veut juste voir... tu vois, en Espagne, ils parlent beaucoup de baila Vinicius, genre danse, mais danse d'une manière où les gens, ils t'aiment, quoi. Tu vois, danse pas pour que les gens te détestent. Danse d'une manière où nous, les joueurs de foot, nous, les fans de foot, on admire ça, parce que Ronaldinho, il dansait aussi. Et il y avait... Je me rappelle pas d'avoir eu toutes ces histoires avec Ronaldinho. Parce que peut-être qu'il dansait d'une manière où, voilà, c'était vraiment la samba brésilienne ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, moi j'ai vécu 4 ans avec Vinicius et j'avais vu direct que le mec, il était tellement fort. Physiquement, il est fort. Mentalement, il est fort. Parce que pour jouer dans le meilleur club avec tout ce que tu subis et que tu arrives encore à être l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est pas facile. Donc, j'ai juste envie de lui dire, chapeau, fais-nous kiffer comme nous, on a envie de kiffer le foot, mais fais un peu attention, quoi. Fais pour que les gens ils arrêtent de pouvoir, d'avoir la possibilité de dire, oui, mais t'as vu, il a fait ça aussi, quoi, tu vois. C'est juste ça, en fait, que j'ai envie de lui dire. Oui. Dernier papier. The Prince. Vincent Kompany. Comme coach, pas comme joueur. Ce qu'il est en train de faire. Comme joueur, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ouais. Ça a été un top joueur. Comme coach, après, tu sais, nous, on était dans le vestiaire, des fois, on se disait entre nous, le seul qui sera coach, ce sera Vincent Kompany, parce que comment il parlait, comment il voyait les choses. Après, est-ce qu'il allait être l'un des meilleurs entraîneurs du monde? Tu sais jamais le dire. Mais
mais il a quand même une carrière où il a quand même passé plein d'années avec le meilleur entraîneur de l'histoire, probablement. Guardiola, il a vécu pas mal de choses à City, il a pas mal d'expérience, il a joué aussi en Belgique, il a joué en Allemagne. Donc c'est quelqu'un qui a accumulé plein d'expériences de par son passé de joueur. Et donc ça ne m'étonne pas en fait que le gars il connaisse tout du foot. Et il a une personnalité aussi pour dire les choses. Il a une mentalité de gagnant parce qu'il a vécu pendant 10 ans à City et qu'il avait eu l'habitude de gagner plein de trophées. Donc il avait un peu le cocktail réuni pour être un très très bon coach. Après, il sera jugé, encore une fois, il est dans un grand club, il sera jugé sur les trophées qui vont arriver. Si demain il fait une très belle saison en Bundesliga et qu'il perd en quart de finale de la Ligue des Champions, on va dire il n'a pas réussi, quoi. Ouais. C'est un peu le métier d'entraîneur. Il ferait un bon coach national chez les Diables? Mais oui, sûr, 100%, mais j'ai pas envie de le voir maintenant avec les Diables, en fait. Là, j'ai envie de le voir au quotidien, tous les jours avec le Bayern, et puis quand ce ne sera pas le Bayern, ce sera avec un autre club, que ça peut être à City ou je ne sais pas. Je pense Vincent, il a pas encore 40 ans, donc je ne pense pas que c'est le moment où il a envie de prendre le Diable Rouge, quoi. Je pense qu'il faut lui demander, hein, mais je ne le vois pas être entraîneur dans les 3, 4, 5 ans des Diables Rouges. On termine avec quelques questions sur le passé, 2014, 2016, 2018, les 3 grands tournois qui ont fait vibrer les Belges. 2014, il y a ce match contre l'Algérie, ce premier match qui ne se passe pas bien à la mi-temps. Qu'est-ce qui se passe justement à la mi-temps de ce match pour que tout tourne finalement en notre faveur? Mais ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans un vestiaire. Hein. Les gars, on joue pas bien. Voilà, Marc, il a eu les mots justes. Et nous, en tant que joueurs, on se dit, on doit faire mieux, quoi. Après, on était tous un peu, je vais pas dire stressés, mais on était dans le mood. C'était notre première vraiment expérience dans un grand tournoi. Donc, il y avait du stress. Il y avait sûrement du stress, il y avait un peu d'anxiété, je sais pas quoi. Et après, ben voilà, après tu gagnes le match. Donc c'est un peu, tu sais, je résume un peu ce premier match au même match que contre le Panama en 2018 en fait. Tu fais pas une belle première mi-temps parce que tu es dans le premier match du tournoi. C'est pas facile de rentrer directement dans un tournoi. Donc après les choses, elles ont bien tourné contre le Panama, contre l'Algérie et même contre le Canada en 2022. Mais donc, ouais, c'est jamais facile pour un premier match, quoi. Dans cette Coupe du Monde-là, on est éliminé par l'Argentine. Belgique-Argentine, quand même, en quart de finale. C'est presque déjà un premier succès que de se retrouver là face à l'Argentine. Est-ce qu'on peut dire que ce match-là a fait à nouveau exister la Belgique sur la carte du football mondial? Oui, et je vais même dire que c'est ce match-là qui a un peu... Il y a eu ce match-là, il y a eu la déception à l'Euro 2016, mais c'est ce qui nous a forgé aussi pour 2018. Tu vois, parce je pense que pour vivre des super beaux moments dans une carrière ou dans un club il faut passer par les moments un peu de doux, de dire non. Tu vois, on a perdu contre le Pays de Galles en 2016, tu perds contre l'Argentine alors que si tu regardes le match, si tu faisais un peu mieux, tu pouvais gagner. Tu vois, et c'est ce qui nous a permis de faire cette belle Coupe du Monde en 2018. Donc, mais oui, je pense que c'était cette période-là, 2014 jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, et encore même maintenant, voilà, quand tu vas jouer contre la Belgique, tu sais que tu peux perdre ou tu peux galérer, quoi. Même les grosses nations, je pense qu'ils n'aiment pas jouer contre la Belgique, parce que c'est un pays de foot, c'est un pays où il y a des bons joueurs. Est-ce que le plus mauvais souvenir, ça reste pas 2016, Lille, on est à la maison, le Pays de Galles. Qu'est-ce que, avec le recul, vous pensez de tout ça et qu'est-ce qui a manqué ce jour-là finalement? Il y en a eu plusieurs, hein, franchement, il y en a eu plusieurs. 2016, on commençait à avoir la pression du public belge, des médias, nous-mêmes aussi. Moi, je jouais à Chelsea, tu avais Kevin qui commençait, tu avais Thibaut qui était aussi au top, tu avais Romelu qui commençait aussi à marquer pas mal de buts. Et tu joues à côté de chez toi, Lille, moi je jouais chez moi, et tu perds, quoi. Alors que tu fais pas un mauvais match, hein. Tu rentres bien dans le match, Radja il marque, et puis tout d'un coup tu te dis, bah voilà, quoi. Mais je pense que c'était pareil, c'était
si tu regardes, on n'avait vraiment que 2 ans d'expérience. Et 2 ans d'expérience dans le foot, c'est pas grand-chose. Tu vois. Et donc voilà. Mais je pense qu'on a fait, encore une fois, une très belle Coupe du Monde parce qu'on a eu des échecs avant. Ouais. Justement, cette Coupe du Monde en 2018, c'est sûrement le plus grand exploit du football belge, non? Vous êtes d'accord avec ça? Pour notre génération, oui. Pour la génération avant, c'était peut-être pas. Ils ont peut-être pas vécu. Tu sais, les émotions, tu les vis aussi à un moment de ta vie où, quand tu regardes à 18 ans du foot, t'es waouh, à 15 ans du foot, qu'après, quand tu regardes à 40 ans du foot, c'est peut-être pas la même chose, quoi. Et je pense que la génération 86, ceux qui regardaient ça et qui avaient 10 ans, ont peut-être pas vécu les mêmes émotions qu'en 2018. Voilà, c'est juste. Mais pour nous, notre génération, 2018, c'était. Et encore, moi je te parle, j'ai gagné les plus grands trophées, j'ai joué dans les meilleurs stades, j'ai marqué beaucoup de buts et tout, mais 2018, le retour en Belgique, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie même. Ouais. Et le Belgique-Brésil, c'est l'un des plus beaux matchs de votre carrière? Ouais, je pense que c'est le plus beau match si on parle, allez, les 90 minutes sur le terrain, ce que j'ai apporté et ce qu'on a fait. Tu bats le Brésil, tu es la Belgique qui bat le Brésil, quoi. C'est pas tous les ans que tu peux dire ça, quoi. Et c'était Brésil, tu avais Neymar qui était en 2018 au top, alors c'était peut-être pas le Brésil des Ronaldinho, des Ronaldo, voilà, mais c'était quand même le Brésil, quoi. Ouais. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais la Coupe du Monde 2018, c'est le plus grand regret que le football belge peut avoir au bout du compte. C'est à la fois le plus bel exploit, le plus grand regret? Oui, c'est un peu ça, mais ce serait triste de résumer cette Coupe du Monde à des regrets, tu vois. Tu peux pas avoir. En fait, pour moi, c'est pas du tout un regret parce que ce que je vois, quand je vois le retour, les gens, et même encore maintenant, on est en 2026, on est quoi, 8 ans après, tu marches dans la rue en Belgique, tout le monde te parle de ça, quoi. Donc tu peux pas avoir de regrets sur ça, en fait. Oui, sur le moment même, tu regrettes de ne pas avoir joué la finale, mais voilà, après, il y a eu tellement de belles choses, il y a tellement eu de choses après aussi, grâce à 2018, que non, c'est pas du tout un regret, pas du tout. Toute dernière chose, j'y étais à vos côtés, le balcon de l'hôtel de ville. Vous aviez fait sans doute votre meilleur tournoi, vous étiez sans doute le meilleur joueur de cette Coupe du Monde et vous étiez le meilleur aussi sur le balcon. Ça, c'est le rôle de capitaine, ça. C'est le rôle de capitaine. Mais quel accueil! Non, franchement, je te dis, même des fois, on en reparle entre familles, avec des amis, et tu as toujours ce côté-là, tu dis waouh, quoi. Et je pense que dans 10 ans, ce sera pareil. Et je pense que les générations qui vont arriver en 2030, en 2040, quand tu leur donneras, je ne sais pas si tu seras encore là maintenant, mais quand tu feras une interview, tu leur demanderas, et ce sera des personnes qui ont vécu ça, qui étaient jeunes, qui étaient là, ils vont reparler de ça. La Grand Place, waouh, la Grand Place 2018, incroyable. La génération 2018, c'était magnifique, les De Bruyne, les Hazard, les Courtois. Alors oui, on n'a peut-être pas gagné, mais voilà, on peut être tellement fiers de ce qu'on a fait, quoi. Merci Eden. Merci Vincent. Mille merci.